Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast de crime où on prend un bon café entre amis en se contant des histoires de crimes terribles qui ont secoué notre beau Québec. La belle province. La belle province, pas le restaurant, la province au grand complet. Vous avez reconnu que c'était moi, c'est Audrey. Aujourd'hui, je suis dans le siège de l'animatrice et bien entendu, avec moi, j'ai la meilleure raconteuse du Québec. J'ai Catherine. Comment ça va? Je suis encore plus meilleure que Fred Pellerin. Ouais, j'étais comme, oh non, il y a des gens qui vont penser que Fred Pellerin est venu. Non, c'est moi la meilleure raconteuse du Québec. Alors, Fred Pellerin là, peut aller se rhabiller. C'est l'histoire de Babine. Caxton. C'est pas ça le nom de son village? Ouais, Saint-Élie de Caxton. Caxton. Ah, c'est ça, me semblait. Voilà. Non, il est resté chez eux. Non. Bon. Ouais, Fred Ici- Pellerin ne s'intéresse pas à la criminalité au Québec, OK? Non, il s'intéresse au fantastique et aux petites lunettes rondes. Et à Babine. Exactement. Voilà. Alors, aujourd'hui, on n'est pas ici pour faire le roast de Fred Pellerin. Non. On est ici pour continuer l'histoire des Dubois. C'est les Dubois, prise 2, Electric Boogaloo. Electric Dubois. Duboileux. Et voilà. Ça rime. Exactement. Mhm. Mais avant de poursuivre la folle épopée des frères Dubois, on va vous recommander un café. Et le café qu'on vous recommande aujourd'hui, c'est un café qu'on avait eu le bonheur de goûter à l'événement Café Collectif qui avait eu lieu il y a un mois. Ah, ça fait un bout. Ça fait un petit bout, mais on les a pas oubliés. Mais C'est le gravé temps- dans notre cœur. Le temps n'est qu'une construction, de toute façon. Exactement. Et Alors, est relatif aussi. Alors, après avoir bu beaucoup trop de café, Catherine et moi avions besoin d'un petit peu de répit. Alors, nous allons vous recommander Mhm. un café décaféiné qui est le meilleur qu'on a goûté ce jour-là. Et aussi, en termes de café décaféiné, il score assez haut. Alors, le café qu'on vous recommande aujourd'hui, c'est le café du torréfacteur Ditchfield, qui est un torréfacteur de Mégantic. Alors, c'est leur café décaféiné et sur leur site internet, ils le décrivent comme un café aux notes de biscuits aux figues, d'amandes rôties avec une finale sucrée qui offre une tasse équilibrée et enveloppante. Vous apprécierez sa texture crémeuse et ses arômes réconfortantes en espresso accompagnés de lait ou tout simplement en filtre et je confirme que c'était un café qui était absolument délectable. Il est d'origine mexicaine et il utilise le procédé Mountain Water. Et aussi, chose à signaler pour Ditchfield, ce sont leurs magnifiques étiquettes dessinées à la main par la personne qui nous servait Mhm. au Café Collectif et ce sont de magnifiques illustrations un peu impressionnistes de paysages faits au crayon de bois. Mhm. C'est vraiment superbe. Ils ont une esthétique très mignonne, artistique, et on les a beaucoup appréciés. Ils étaient très tristes, par contre, parce qu'on l'a trouvé délicieux, le café décaféiné. Malheureusement, il ne leur en restait plus, alors on n'a pas pu les encourager. Mais on va les encourager comme ça, en vous disant que parce que vous êtes quelques-uns, des fois, à nous écrire que vous cherchez un bon café décaféiné, et voici celui qu'on vous recommande. Donc, je répète, c'est celui de Ditchfield, leur café décaféiné. Il est disponible actuellement sur leur site web. Alors, garochez-vous, ne vous retenez pas, il est délicieux, vous ne le regretterez pas. Moi, j'irais même jusqu'à dire que leurs étiquettes sont plus belles que les maudites peintures de Tom Thompson. Ouh là là! Si vous avez écouté notre épisode bonus sur la mort mystérieuse de Tom Thompson, vous savez sans doute de quoi je parle. Sinon, Oui. je vous invite à aller sur Patreon pour écouter nos épisodes bonus. Oh, faites donc ça, là, Je fais une c'est petite l'été, blague là. discrète en début d'épisode, là, C'est comme des ça. fois, là, vous nous écrivez « Ah, j'ai fait le tour, j'ai écuré tous vos épisodes. » Dans les derniers 20 minutes! Non, on adore ça quand vous nous écrivez, ça, sérieusement. Mais, Vraiment. Êtes-vous sûr d'avoir fait le tour? Mais non, c'est correct. On comprend que en cette période économique, c'est correct. Vous nous supportez si vous le pouvez. Je ne crois pas que nos épisodes sont affectés par les tarifs. Non. Bon, voilà, fallait Ils juste sont que pas je le importés. dise. Ils sont pas importés. Ils sont faits ici, dans ma cuisine. Voilà. Oui, c'est vrai, absolument.
Une belle cuisine longueuilloise. Elle est très belle. Oui. Madame Brossard de Brossard serait fière. Ah oui, elle serait comme... Oh, wow, Madame wow, wow. Longueuil de Longueuil aussi, certainement. Elle aussi, elle serait comme... Oh, Paulin! Oh, là, ça c'est une belle cuisine. Oh, je suis aussi beau, on va prendre des photos. Ça fallait-tu que je brette un peu avant de commencer mon cas? Ah, mais là, je te laisse plus bretter, Oh. je te pousse dans la piscine. Oh. Flouche! Plouche! Alors, aujourd'hui, les petits amis, je vais vous parler à nouveau du clan Dubois. Alors, juste un petit recap, on s'en rappelle la dernière fois, dans la montée du clan Dubois. Les Dubois étaient 9 frères qui ont grandi dans Saint-Henri, dans un quartier ouvrier et dans des circonstances assez pauvres et aussi marquées par une envie de tabasser les gens pour leur extorquer de l'argent. Et quand ils ont grandi, les frères Dubois ont pas mal tous commencé à travailler dans le milieu interlope, style être doorman dans un cabaret qui est runné par la mafia, ou même chanteur de charme dans un cabaret qui est runné par la mafia, ou garçon de table dans un cabaret qui est... Vous avez compris le principe. Et de fil en aiguille, les Dubois se sont imposés dans le milieu criminel interlope montréalais. Et l'écriture de Luc Dionne. Et l'écriture de Luc Dionne, de par leur bras fort et leur capacité à ne pas give a fuck s'ils ont besoin de tabasser des gens pour obtenir de l'argent. Ils sont venus ici pour botter des derrière et mâcher de la gomme ballon, pis il leur reste plus de gomme ballon. Exactement. Les méthodes des Dubois, si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, je vous réfère à mon autre épisode. Puis voilà. Non, mais OK, les Dubois, c'est ça. C'était une gang de bagarreux qui runnaient tout le quartier Saint-Henri, mais leur empire s'étendait aussi un petit peu plus à l'ouest. Ils sont allés jusqu'à dominer des affaires qui étaient auparavant le fief de la mafia. Il y avait vraiment une main partout. C'était une grosse famille de criminels montréalais. Et aujourd'hui, je vais continuer l'histoire de cette saga, parce qu'à la fin du dernier épisode, on a vu que les Dubois n'avaient peur de pas mal personnes. Et ça inclut la mafia. Et qui ont déjà eu des feuds avec la mafia montréalaise, qui dans ce temps-là était le clan Cotroni-Violi. Et je vous ai dit, juste pour vous accrocher à la fin du dernier épisode, que les Dubois ont aussi eu une célèbre bagarre, une guerre qui s'est étendue sur plusieurs années, qui a été surnommée la guerre de l'Ouest, avec deux dudes qui s'appelaient les frères McSween. Pierre-Yves n'en fait pas partie. Pierre-Yves n'en fait pas partie, mais un des frères McSween s'appelait Pierre. Oh là ça va là. être un peu mélangeant. Mais donc, aujourd'hui, je vais vous parler des Dubois contre les maudits frères McSween. Oh là là! Oh là là! Vous en avez besoin de cet épisode. Oui. Mes sources sont multiples. J'ai une pléthore d'articles. Comme d'habitude, j'ai un documentaire qui avait joué à Canal D. Wow! Ah, je sais ça! Canal D! C'est sur YouTube! Un livre de Darcy O'Connor qui m'a été remis par toi. Allô, des trouvé plein de valeurs. Un livre sur l'histoire de la mafia irlandaise. Il y a des beaux dessins dedans, hein? Il y a des très beaux dessins dedans. Et parce qu'on s'entend que McSween est un nom d'Irlandais. Fait que vous doutez que je vais vous parler de ça. Et j'ai aussi plusieurs autres sources qui m'ont aidé à tout patcher ensemble l'histoire de la criminalité irlandaise et comment ça finit par se confronter au très, 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 très québécois clan Dubois. Alright. Alors, l'histoire des Irlandais à Montréal commence avec moi qui vous raconte l'histoire. Oh! L'histoire... J'étais comme, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en! La présence irlandaise à Montréal, ça remonte à la fin du 17e siècle. Ça fait vraiment très longtemps qu'il y a des Irlandais qui sont à Montréal. Et il y a beaucoup d'Irlandais qui ont déménagé, qui ont immigré au Canada pendant ce qui s'est appelé la Grande Famine, qui était aussi la famine des patates dans les années 1840. Mon oncle Serge était triste. Mon oncle Serge était... Oui. Oh, il était très triste. C'est quoi la chanson des patates? Chante-moi ça 2 secondes. J'avais une ferme à Sainte-Agathe oui, où on faisait pousser des patates. Voilà. J'avais une vache. Elle me donnait du bon fromage. Wow. Puis là, ils mettent tous ensemble, puis oh, c'est bon les patates. C'est bon, dedans le bedon. Puis, mais je sais que le deuxième couplet, en sortant de stage, Bruce Springsteen aimait ce corps, lay une poutine! Oh, wow! J'aime vraiment la petite variation pour faire rimer Poutine puis Springsteen. J'aime ça, oui, c'est des riches paroles, ça. C'est des rimes riches. C'est des rimes très riches, parce qu'il y a beaucoup de glucides. Oui. Et de gras trans. Exactement.
Donc, la Grande Famine, c'était, pour faire une petite histoire courte d'une affaire qui a été longue et épouvantable, c'était toutes les cultures de pommes de terre en Irlande qui ont été touchées par plein Les Anglais! Hein? Les Anglais! Non, pas par les Anglais, mais il y avait plein de maladies qui s'attaquaient aux crops, puis il y a éventuellement une grosse famine, et ça a poussé plus d'1 million de personnes à fuir l'Irlande, et il y en a beaucoup là-dedans qui se sont embarqués pour les Amériques, surtout pour Québec et Montréal. Au cours de la seule année 1847, qui était tellement terrible dans le cadre de la Grande Famine que ça a été surnommé la Black 47, la 47 noire, parce que tout le monde était noir parce qu'il était mort, il y a plus de 70 000 Irlandais qui ont débarqué à Québec. Puis avant d'avoir le droit de venir s'établir dans les villes comme les personnes normales, il fallait qu'ils fassent une petite quarantaine. T'as-tu déjà entendu parler de Grosse-Île? Grosse-Île. Je pense que oui, mais je vais te laisser. Grosse-Île est la raison pour laquelle, dans les dernières semaines, j'ai chanté Gros Cube, la chanson des appendices, à peu près tout le temps. Donc, Grosse-Île. Grosse-Île était l'île de la quarantaine pour les immigrants. C'est une île qui est située au milieu du fleuve Saint-Laurent. La Grosse-Île a servi de station de quarantaine jusqu'en 1937, à partir des années 1830. Fait que pendant très longtemps. Et en 1947, ben justement, il y a beaucoup d'Irlandais qui sont arrivés au Québec et qui ont été campés à Grosse-Île. Les installations à Grosse-Île étaient surchargées par l'énorme présence d'immigrants. La plupart des gens qui arrivaient étaient en très mauvais état. Il y avait beaucoup de malnutrition, mais il y avait aussi des maladies qui étaient liées à la traversée, comme apparemment le typhus. Le typhus était surnommé la fièvre des bateaux. C'était le boat fever dans ce temps-là. Et un fun fact pas le fun que j'ai découvert dans mes recherches. Yeah. Apparemment, avant les années 1870, la contagion puis la propagation des maladies, c'était pas quelque chose qui était super clair, et il y avait une théorie qui prônait dans le milieu médical qui s'appelait la théorie des miasmes. OK? Les miasmes, c'est l'idée que les maladies ne sont pas nécessairement contagieuses en soi, mais plutôt une espèce de sévice divin là, qui atteint les gens de mauvaise vie. Ah! Fait que tu peux camper plein de monde qui ont la tuberculose dans une pièce avec plein d'autres gens qui n'ont pas la tuberculose. Puis si tu pognes la tuberculose, c'est pas parce que ça circule dans l'air, c'est parce que t'es une mauvaise personne. Parce que Dieu, il te fait dire d'aller chier. Oui. Non, mais c'est littéralement ça. Fait que l'affaire, c'est que des connaissances médicales, entre gros guillemets, des croyances médicales comme ça a fait qu'il y a plein de gens qui se sont retrouvés en quarantaine, ben là, je vais te demander de pas donner d'idée à RFK Jr. Non, je sais, mais ils sont tous allés, ben je veux dire, s'il creuse un petit peu, il va apprendre la théorie des miasmes, mais en tout cas, il y a plein d'immigrants qui, à cause de ça, étaient en quarantaine avec des gens qui étaient malades, et on n'avait pas tendance à séparer les gens qui étaient malades. Ça, c'était même 1840, c'est avant l'épidémie de variole, là. C'est ça, on n'avait pas tendance à faire ça, fait que c'est juste comme, ben, vous allez être là, voir si comme vous êtes correct, puis ben là, t'étais malnutri, tu pognes le typhus, puis tu meurs dans 2 jours, ben, too bad, that's it. Ouais, ça t'apprendra à vivre une vie de mauvaise vie, là. Oui. Fait que, il y avait beaucoup de gens qui subissaient cette punition divine parce que c'était des Irlandais, à ce que les gens croyaient à l'époque, et ça leur a pas fait une super bonne réputation. Il y avait beaucoup de monde qui mourait à Grosse-Île, puis l'affaire, c'est que une fois que la station de quarantaine de Grosse-Île a commencé à assez déborder, ils se sont dit, on va les shipper à une autre place, on pourrait les shipper dans une autre station de quarantaine, et il y en avait une qui était à Montréal. Ah! Dans Fur Goose Village, le village aux oies. C'était une station de quarantaine qui était située dans Goose Village, comme j'ai dit, dans le village aux oies. Ça s'appelait Pointe du Moulin avant. Et c'était là que se sont ramassés beaucoup des immigrants irlandais. Et qui se sont par la suite installés dans les environs. Goose Village, c'est un quartier qui n'existe plus aujourd'hui. Le village aux oies, c'était situé dans le sud-ouest de Montréal. C'est proche de où est-ce qu'on a Pointe-Saint-Charles. C'est vrai, comme dans une partie de Pointe-Saint-Charles. Ça a été rasé éventuellement en prévision de l'Expo 67, comme bien des affaires, et c'est devenu un parking de terrain de football, parce que c'était un quartier qui faisait 6 rues. Fait que c'était vraiment... Ouais, j'étais comme... tout petit. Non, c'était vraiment très petit. Puis l'affaire, c'est que le quartier a été créé parce qu'il y avait une station de quarantaine qui est là. Pour vrai, entre 1847 et 1848, il y a entre 3500 et 6000 immigrants qui sont morts après avoir été traversés de Grosse-Île jusqu'à Pointe-au-Moulin avant, parce qu'il y avait le typhus qui s'appelait le ship fever, comme j'ai dit. Le ship fever. Oui, puis là,
il y avait tellement de monde, ils ont décidé de faire des sheds, ils ont construit plein de sheds, puis éventuellement, ben, à la place des sheds, les sheds se sont distanciés, puis les sheds sont devenus des maisons, puis ça a fondé un village de 6 rues, qui était le village irlandais. À la base, à Montréal. Wasn't that interesting? Oui. Bon. Est-ce que le village d'antan à Drummond s'est arrivé de la même manière? Oh, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est lié au typhus et au fait qu'on n'aimait pas les Irlandais? Je sais pas trop. Fait que là, il y avait bien des Irlandais qui étaient à Montréal. À partir de les années, c'est ça, 1700 comme on a dit, surtout au début, à la mi-1800, il y en a beaucoup qui sont arrivés. Puis là, quand on était rendu à l'époque du clan du bois, il y avait beaucoup d'Irlandais à Montréal. Partez! Et où il y a de la criminalité, il va y avoir des gangs qui s'organisent autour de différentes nationalités, différentes orientations religieuses, différentes affiliations. Fait que vu qu'il y avait des Comme dans le film de Scorsese. Comme les Gangs of New York! Gangs of New York! Où est-ce que personne n'est capable de faire un accent irlandais? C'est sûr que Daniel Day-Lewis était capable. Il peut faire tous les accents, cet homme. Il était excellent. Il faisait aussi très peur aux gens parce qu'il se promenait avec son couteau affûté et il menaçait les gens avec. Oui, ça s'appelle du method acting. Method acting! Qui est comme une raison qui cautionne les acteurs de... Oui! Bon, je voulais pas le dire. Mais je l'ai dit, moi, ça me dérange pas. Puisqu'il y avait de la criminalité, on peut en déduire qu'il y avait aussi de la criminalité irlandaise à Montréal à l'époque. Racism! En fait, le gang d'Irlandais qui a été fondé dans les années 1950 et qui régnait sur le sud-ouest de Montréal existe encore aujourd'hui. Il s'agit du West End Gang. Le WEG, que j'ai mis dans les notes. Le WEG a commencé, comme beaucoup de gangs criminels, par les vols de banque. Parce que des années 50 aux années 70, 1900, Montréal était connue comme la capitale des vols de banque en Amérique du Nord. Cette réputation était due principalement au fait que les peines de prison pour les voleurs étaient beaucoup plus clémentes et douces au Québec, à Montréal, qu'aux États-Unis. Par exemple, ici, c'était 5 ans de prison si tu volais un char de la Brinks, par exemple, ce qui est arrivé à tout bout de champ et qui va arriver dans 2 minutes dans mon histoire. Puis, aux États-Unis, comparativement à ça, si tu volais une banque, c'était 20 ans de prison. Oh! Fait que nous, on avait des peines qui étaient très légères. J'avoue que c'est un bon deal. C'est un excellent deal. Et ce que ça faisait, c'est que ça a créé un écosystème où les bandits, les cambrioleurs, pouvaient rapidement obtenir beaucoup d'expérience en vol. Ça devenait des très bons voleurs de banque parce qu'ils rentraient en prison, il y avait de l'expérience. Ils avaient des affaires, rentraient en prison, sortaient de prison, quand ils se faisaient pogner, tu sais. Fait que ça a créé justement cet écosystème-là, où Montréal était une capitale foisonnante du vol de banque. Le journaliste Darcy O'Connor, dans son livre « The Irish Mafia in Montreal », la mafia irlandaise à Montréal, cite en exemple qu'au cours des 6 mois allant de janvier à juin 1969, il y a eu 51 vols de banque à Montréal. Seulement un quart des voleurs ont été arrêtés, alors qu'à Los Angeles, il y a eu 36 vols de banque et 60% des voleurs ont été arrêtés. Fait ici, méchante stat. Oui, c'est une méchante stat. Fait que ça a permis justement aux gangs de Montréalais de se constituer des groupes de voleurs expérimentés. Je te dis qu'à police et voleurs, on voit quelle équipe qui menait. Oh oui! C'était les bandits et non pas les polices dans le petit jeu d'école primaire qu'on faisait. Ouais, mais c'était difficile avec police à ce jeu-là. Oui, effectivement. Ou c'est juste moi qui courais pas assez vite. Ben, je sais pas. Fait qu'il y avait beaucoup de voleurs et le WEG, le West End Gang, donnait beaucoup dans les cambriolages. C'est pas ça le WEG? Oui, c'est juste ça me fait rire à toutes les fois. Est-ce que tu te souviens une personne dont on a déjà parlé dans ce podcast, qui a travaillé pour le West End Gang? Te souviens-tu c'est qui? C'était-tu Cotroni? Non! Oh, tu vas être fauché! C'est Richard Blass. Richard Blass a été longtemps un espèce d'homme de main, fier à bras, loose cannon, whatever, du West End Gang. Fait qu'on vous réfère à l'épisode d'Audrey, justement, sur Richard Blass. Elle avait oublié que ça avait rapport. Non, mais c'est parce que mon cerveau, c'est un etch-a-sketch, là. Quand je finis un épisode, je shake la tête pis il est plus là. Hey, je comprends. Mais on pourrait pas emmagasiner toute cette mémoire... toute la mémoire collective du Québec. Ben là, effectivement, on ne veut pas porter la mémoire collective du Québec. On n'est pas dans le livre de Giver de Lois Lowry. Non. Hein? Bon. Non. Fait que, au début des années 70, la tête du West End Gang était un homme qui s'appelait Frank Ryan. Frank Ryan a eu une vie un peu spéciale, alors je voudrais vous en parler un petit peu. Il est né en 1942, fait qu'il il est dans la trentaine des années 70.
il est surnommé Dooney. Pourquoi? Je m'en rappelle pas. Il y avait un nom, ça venait d'un... Son surnom était lié à comme une de ses occupations, ou je sais pas quoi. Ben, en tout cas, il était surnommé Dooney. Puis Dooney était élevé par sa mère parce que son père l'avait abandonné, pauvre petit enfant. Frank Ryan Dooney abandonne l'âge. Il a abandonné son âge. Il a abandonné son âge à l'école de 16 ans. Et il a commencé à diriger son propre groupe d'adolescents qui font des petty crimes. Ah, comme dans Oliver Twist. Pareil! Mais eux autres, ils volaient des vêtements dans des camions qui livraient des vêtements dans les magasins, puis ils entraient par effraction chez les gens pour faire des vols aussi. La spécialité de Dooney à l'adolescence était de voler des manteaux de fourrure. Oh là là! Et après ça, il allait les revendre pour le marché noir. C'était pas pour s'habiller comme Mac Miller. C'est ça son nom? C'est pas ça son nom? Non, Macklemore. Mac Miller. Tu as inventé un rappeur. J'étais vraiment proche. C'est ouais, Mac Miller est probablement un rappeur aussi. Oui, aussi. Mais donc, il finit par se ramasser à Boston. Et à Boston, il y a beaucoup de liens entre le monde interlope irlandais de Boston et celui de Montréal. Mais il y a beaucoup d'Irlandais à Boston aussi. Ben, c'est ça, exactement. On peut demander à Ben Affleck, il a fait plein de films là-dessus. Fait que, donc... On va demander à Ben Affleck. Ben Affleck, oui, bonjour! Je suis ici! Bonjour, je suis le triste Batman. Alors, il s'est ramassé à Boston, Dooney, puis il s'est fait chummy avec la PEC de Boston, et à travers ça, il a trouvé des plus grandes opportunités que voler des côtes en fourrure. Il a dévalisé une banque du Essex County le 24 août 1966. Et là, comme on l'a vu, aux États-Unis, il niaise pas avec la POC. Fait qu'il a été arrêté par la police tout de suite. Il a été trouvé coupable de vol de banque. Pardon, trouvé coupable de vol de banque. Je m'enferme dans mes mots. Parce que je suis trop excitée de vous raconter cette histoire. Il est donc reconnu coupable de vol de banque et il purge 6 ans dans un pénitencier américain, 6 des 15 années auxquelles il avait été condamné. Et après sa libération conditionnelle, en décembre 1972, Frank Ryan, alias Dooney, a 30 ans. Peut-être qu'il a encore toutes ses dents. Et il se dit, le monde est à mes pieds et l'avenir est direct l'autre bord de la porte. Et il frappait aux portes du matin, comme Richard Desjardins, j'imagine. Et il a décidé de revenir à Montréal. C'est pas Richard Desjardins. Quoi? C'est pas Richard Desjardins. C'est qui frappe aux portes du matin? Est-ce que c'est Pag? C'est celui qui avait les cheveux super longs, Richard. Desjardins. Petit? Non. Non! Ah! Ça me gosse. T'es sûr c'est pas Richard Desjardins? On va recevoir des courriels. Ok, ben c'est correct, je les entends qui arrivent. Ding, ding, ding. Richard Séguin. Ah! Excusez. Et ma mère, elle serait pas fière. C'est pas le bon Richard, je m'excuse. Ok, fait que... Trop de Richard, ça c'est. Bon, Dooney a donc frappé aux portes du matin. Il a décidé de revenir à Montréal parce que The World is my oyster. Et il a joint ce qui s'appelait alors le Irish Gang, qui éventuellement est devenu le West End Gang. Oh yeah. Pour poursuivre ses activités criminelles, qui comprenaient désormais des prêts usuraires, ce qui était surnommé en québécois de la Charlotte. J'ai appris ça. Fait qu'au lieu d'insulter les gens en utilisant le terme, entre gros guillemets, Shylocking, fait que oui, on sait qu'il faut pas dire ce mot-là. On sait qu'on n'a pas le droit de dire ce mot-là, fait que là, je l'ai dit, mais maintenant, je vais pouvoir dire la Charlotte. Donc, Dooney est revenu à Montréal pour faire de la Charlotte et des cambriolages. C'est poétique, de la Charlotte. C'est beau, hein, quand même. Mais on dirait de la pâtisserie. Oui, mais c'est comme un gâteau roulé, là, une Charlotte. Ouais. Donc, Dooney était connu pour sa personnalité turbulente et tapageuse, disant souvent qu'il voulait, je le cite, vivre vite, aimer fort et mourir jeune. Ce qui était meilleur en anglais. Ouais. Live fast. Je veux aimer fort. Aimer fort. Yeah. And die young. Pauvre lui, il est né trop tôt pour chanter dans Motley Crue. Ouais, c'est vrai, hein. Il se serait bien entendu avec Vince Avec Neil. Nikki Sixx. Avec Nikki Sixx. Ah ouais, ils auraient fait la fête. Sa personnalité facile à vivre, apparemment, l'a rendu très populaire et il est rapidement devenu le chef du West End Gang. Le West End Gang était connu pour ses cambriolages, comme je vous ai dit, et sous le règne de Frank Ryan, malheureusement, ces cambriolages ont viré pas mal violents, et il y en a plusieurs qui se sont soldés par des morts. Par exemple, le 3 mai 1971, le West End Gang a essayé de cambrioler une succursale de la Banque de Montréal sur Beaver Hall. Il y a une fusillade qui a éclaté. Un gars du West End Gang a été abattu, il s'appelait Raymond Lynch, a été abattu par les gardes de sécurité de la banque, ainsi qu'un pauvre innocent, Corrado Festa.
qui était là aussi et qui a été pris dans les tirs croisés. Non! Le 12 septembre 1973, fait que un an et demi après, il y a un groupe de voleurs du West End Gang, dirigé par un des gars qui était un des bras droits de Frank Ryan. J'allais l'appeler Frank Dooney. On l'a compris. Catherine Arplan-Stoué. Bon, un des bras droits de Frank Ryan qui s'appelait Billy McAllister. Oh! Il a essayé de dévaliser un truck de la Brinks. C'était populaire, ça. Hein? C'était populaire, ça. Oui, ça l'était. Et je pense que c'est le gros vol de la Brinks? De la Brinks, oui. Parce que c'est celui durant lequel un des gardes de la Brinks a été abattu par le West End Gang. Il s'appelait Claude Vienno. Vienno a été tiré, il s'est vidé de son sang dans la rue pendant que les voleurs s'enfuyaient en emportant quelques 278 000 $ de l'époque. Et c'était beaucoup. C'était beaucoup. C'est plus qu'1,5 million, ça. Ben, ça serait beaucoup maintenant. Ah, pardon. Il y a eu un autre vol de la Brinks qui était le plus célèbre apparemment commis par le West End Gang à Montréal. Ça s'est passé en 1976 et c'est encore un vol de camion de la Brinks. Le West End Gang, alors, a dérobé quelques 2,2 millions de dollars et des pièces olympiques en or d'une valeur de 5 000 $ dans un véhicule blindé de la Brinks. Wow! C'est beaucoup! C'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Est-ce que c'est un futur sujet pour moi? Peut-être. Je vais peut-être approfondir ça. Mais donc, tous ces cambriolages-là, bien sûr, ils ne sont pas tombés dans l'oreille des sourds. Non, non, non. Et ils étaient enquêtés par une escouade qui était surnommée la Rubber Duck Squad à l'époque et qui était leadée par un détective du nom d'André Savard. La police n'entendait pas à rire, tu sais. Par exemple, le 14 mai 1976, il y a un membre du West End Gang, John Slavy, qui a été tué lors d'une fusillade avec la police de Montréal parce que la police pensait qu'il avait été impliqué dans justement le vol de la Brinks avec la monnaie olympique et tout ça. Le lendemain, vers 22h, l'avocat du West End Gang et du clan du Bois, Sidney Laitman, a contacté André Savard, le détective de l'escouade des Rubber Duck, pour lui dire qu'il y avait beaucoup de choses qui se discutaient dans le crime organisé et que s'il était lui, il ferait attention à où est-ce qu'il va se pointer et ce qu'il va faire dans les prochains jours. Oui. Est-ce qu'on sait pourquoi ils les appelaient les Rubber Duck? Et c'est apparemment... C'est pas très menaçant! J'ai trouvé tellement pas d'informations là-dessus. Ah, OK. Puis apparemment, pour vrai, leur logo, c'est un canard en caoutchouc. Mais je sais pas si c'est vrai. Ah, d'accord. Parce que les autres logos, ils étaient pris. J'ai trouvé ça bien weird. Je suis pas certaine que c'était vrai. Mais c'est ça l'information que j'ai vue, mais je voulais pas tant la relayer. D'accord. Mais c'est ça. Fait que, oui, le crime organisé prendre avec était un grain de sel. Très, très fâché contre la police de Montréal et contre André Savard. L'avocat du crime organisé a pris la peine de contacter Savard pour lui dire, et Frank Ryan, lui, était très, très, très fâché du meurtre qu'il appelait le meurtre de John Slavy. Mais tu sais, comme cambrioler des chars de la Brinks puis tirer après des gardes, ça se peut que tu te magasines. Oui, ça se peut que tu te magasines une claque. Ça se peut, tu sais, mais en tout cas, c'était un assassinat, vraiment, là, pour Frank Ryan. Hey, ça devait être quelque chose vivre à Montréal dans ce temps-là. Ouais, quand même. Il semble qu'il y en avait un quasiment tous les jours, puis le monde mourait dans la rue. Oui, c'était quand même... Mais habituellement, c'était des gens du crime organisé qui mouraient dans la rue. Quand même, tu t'en vas faire ta petite épicerie, puis t'as comme un policier qui se fait tirer dessus dans ta face. Je le sais. Puis là, fun fact, dans le fun fact, il y a tellement de fun fact dans cette histoire. Frank Ryan était tellement fâché de la mort de John Slavy qu'il est allé jusqu'à mettre un contrat sur la tête d'André Savard. My God! Fait qu'il a promis 50 000 $ à qui allait tuer le détective André Savard, ce qui est comme du jamais vu, parce que habituellement, le crime organisé ne s'attaque pas directement aux policiers, puis en fait... Non, à cause des répercussions! C'est ça! C'était tellement inusité qu'il y a personne qui a accepté de prendre ce contrat-là. Puis André Savard, il a été correct. Là. Ok, cool. Inquiétez-vous pas. En passant, je vous avais déjà parlé de Sidney Laitman dans mon épisode précédent, parce que comme j'ai dit, c'était l'avocat du clan du Bois et c'était l'avocat du West End Gang. Et j'ai fait une petite recherche sur lui. C'est quand même une figure intéressante. C'était donc un criminaliste du crime organisé. Il a défendu aussi des membres de la famille Rizzuto, des membres de la famille Cotroni, des Hells Angels, le West End Gang et les Dubois. Et Laitman était apparemment un gars très flamboyant, qui était habillé toujours élégamment, qui avait une personnalité effusive. C'est pas mal comment je m'imagine un avocat de mafieux. N'est-ce pas, hein? Ils sont pas mal toujours de même. Oui.
Et le 13 mai 1991, Leitman, il se rendait à son bureau au volant de sa voiture qui était une Saab. Ah, c'est pas une Rolls-Royce. Non, c'est plate, hein? Je trouvais Ouais. que c'était un peu poche. Ouais, je suis comme, non, me Au semble... volant de sa Toyota Tercel. Il Le volant de sa Prius. Il se rendait à son bureau à partir de sa maison qui était située dans Ville-Mont-Royal et il se préparait pour aller en cours puis présenter des arguments dans une affaire qui concernait du trafic de drogue en Colombie. Et tout à coup, à 6h48 à l'intersection de Rockland et Monmouth Avenue, il y a une voiture qui a soudainement débouché sur la rue, obligeant Leitman à s'arrêter, et un homme est sorti d'une cabine téléphonique tout près. Il avait une arme de poing automatique de calibre 45 et a ouvert le feu sur Leitman. Fait qu'être l'avocat de la... C'est souvent comme ça que du ça crime finit. organisé, oui. Donc, Sidney Leitman est mort, abattu dans son char au coin d'une rue, en se rendant à son bureau. Est-ce qu'il avait aimé fort? Il avait vécu vite et aimé fort. Aimé fort la mafia. L'argent que la mafia lui donnait. J'ai un pas fun fact. Non, je vais pas le partager. OK. Je te dire- Keep your secret. It's a secret. OK. C'est un secret antisémite, c'est pour ça. OK. Comme tant qu'à y être, je vais pas le mentionner. Mais donc, à l'intérieur de la voiture de Leitman se trouvait un numéro de téléphone non répertorié qui appartenait à un dénommé Savoie, qui a été le premier indice qui a mené la GRC vers un gros scandale qui s'est appelé le scandale Savoie-Ross et qui a ébranlé la GRC en 1992. Aucune idée c'est quoi cette affaire-là? Ça va être un autre sujet. Je fais juste ouvrir des cannes de verre, moi. Toi, t'as la business, là. Les gens, ils ont pas le choix de tune back in. Voilà, pour savoir c'est quoi la maudite affaire Savoie-Ross qui a ébranlé la GRC en 1992. Plein de cliffhangers. Le meurtre de Sidney Leitman n'a toujours pas été élucidé à ce jour, même si c'était en 1991. Il est généralement admis par la police qu'il a été tué par le choix de ses clients. Fait que faites attention. Je suis pas mal d'accord avec ça. Je suis comme, oh, je pense qu'on le sait c'est qui. Fait que, sous la direction de Frank Ryan, on va retourner au WEG, le West End Gang passe des rackets locaux, des vols de banques et des vols de camions à la contrebande de stupes. Ah là là. Dans les années 70, le gang prend le contrôle du port de Montréal, ce qui lui permet d'importer des stupéfiants. Le West End Gang commence par importer d'importantes quantités de marijuana et de hashish. Mais on a commencé aussi beaucoup à en produire à ce moment-là, fait qu'on est devenus des exportateurs de marijuana et de hashish. Mais en tout cas, Ryan et un de ses bras droits qui s'appelait Alan Ross et qui est le futur leader du WEG une fois que Ryan doit se faire tirer d'en face, parce que ça arrive beaucoup quand t'es leader du crime organisé que tu te fasses tirer d'en face. Oui. Fait que les deux ont commencé à faire de la contrebande de cocaïne depuis la Floride. Florida. Le West End Gang s'est établi d'importants contacts aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Europe. Certains de ses membres travaillant depuis la Floride directement, c'était peut-être des snowbirds. Et grâce au contrôle qu'il exerçait sur les activités illégales dans le port de Montréal, le West End Gang s'est lancé le West End Gang est devenu l'une des organisations criminelles les plus influentes du Canada. Ouh là là. À travers tout ça, il y a le clan des frères McSween, qui n'a absolument rien à voir avec la mafia irlandaise. Ah. Ils sont des travailleurs autonomes. Ils sont pas des travailleurs autonomes. Là, Audrey. Oui, Catherine. Quelque chose m'a amené à penser que les frères McSween faisaient partie du West End Gang. J'ai passé 10 heures de ma vie à faire des recherches sur le West End Gang pour constater que les frères McSween travaillaient pour le clan Dubois. Ah, oups. Fait que j'ai décidé de garder toutes ces informations-là pour vous bamboozle, pour faire comme un double cas. Fait que maintenant, vous avez eu un petit aperçu de la criminalité irlandaise à Montréal. Ça n'a aucun rapport avec le sujet dont on va vous parler aujourd'hui. Tellement moins niaiseux. Vraiment. Hey. Et ça n'a aucun Impressionnez rapport... vos collègues. Ça n'a aucun rapport surtout avec le clan Dubois qui avait des très bonnes relations de travail avec le West End Gang et cohabitait vraiment bien avec le West End Gang. On les aime bien, cette gang d'Irlandais-là. Finalement, si vous saviez c'était qui les frères McSween, ou que vous saviez que les Irlandais ont jamais eu de beef avec les clans Dubois, depuis le début vous étiez bien confus, et là maintenant, vous savez que c'est parce que c'était une blagounette, parce que j'avais envie de parler de vous êtes prêts pour une prochaine soirée quiz dans un pub près de chez vous. OK, fait que les maudits frères McSween. Il s'agit de Jacques et Pierre et accessoirement leur petit frère qui s'appelait André. Oui. Mais André il est moins mentionné, mais c'est Jacques et Pierre surtout. On va le laisser. Important. Jacques, André et Pierre McSween, c'étaient les véritables frenemies du clan Dubois. Ils avaient grandi avec eux à Saint-Henri. En fait, Pierre McSween a rencontré un des Dubois, je pense que c'était Raymond, en maison de correction quand ils étaient des ados.
Et les Outre McSween, éventuellement de fil en aiguille, ont commencé à travailler pour les Dubois. Ils étaient spécialisés en trafic d'armes et en vol. Fait qu'ils ont travaillé pour eux pendant très longtemps, puis après ça, il y a eu un falling out. Oh non! Oh non! OK. La limite du territoire officiel des Dubois, c'était la rue Atwater. Fait que tout ce qui était à l'ouest de la rue Atwater, c'est les frères Dubois qui renaient ça. Puis ce qui était de l'autre côté, c'était d'autres mondes. Puis de l'autre côté, il y avait un gars qui renait les raquettes de loterie et de drogue, il me semble. Toute une talle. Non, c'était juste de la Charlotte. Fait que c'était juste du prêt usuraire et de la loterie. Ce gars-là s'appelait Réal Lépine. Réal Lépine était surnommé le bonhomme. Il était gros et grand, et gros dans le sens de musclé. Il avait été déjà élu au titre de Monsieur Canada. Oh wow! Toute une carrière! Je sais, n'est-ce pas? Il faisait de la Charlotte dans Pointe-Saint-Charles. Il travaillait un peu pour les Dubois en faisant de la loterie. Parce que dans ce temps-là, c'était avant l'Auto-Québec, là. Fait que, ou peut-être en même temps que les débuts de l'Auto-Québec, mais en tout cas, c'était pas nouveau. Ben, l'Auto-Québec, ça a commencé avec les Olympiques. Ah bon, ben voilà. Fait que là, on est en 74, fait que c'est pas ça. Donc, là, je dis que, tu sais, il y a des gens qui travaillent pour les Dubois, les McSween, les Réal Lépine. C'est pas vrai. En fait, tous ces gens-là payent des redevances aux Dubois pour pas se faire péter à la gueule, ce qui était leur raquette de protection des Dubois, on s'en rappelle. Fait que Réal Lépine travaille pour les Dubois, dans le style, leur donne un petit peu de ses earnings pour pas qu'ils pètent la face. Et le racket de Charlotte de Lépine valait en argent old-timey 100 000 $. Yes, OK! Hey, c'est des gros montants aujourd'hui! Oui, c'est l'équivalent de 643 000 $. Fait qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient s'attribuer ce racket de prêt usuraire, comme vous pouvez vous l'imaginer. Fait que là, le soir du 4 août 1974, il y a un hostile takeover qui s'est organisé. Oh no. On est au Caraquette, qui est un bar sur Notre-Dame-Ouest. C'est le bar de Réal Lépine. Réal Lépine prend un drink tout seul, peut-être une Molson tablette. Il est en train de regarder la TV. Quand tout à coup entrent 3 individus très louches. Le premier était Gérald Raté, un ancien boxeur. C'était un des boxeurs les plus prometteurs en 1967, un champion panaméricain en 1969. Ses rivaux les plus connus ont été le champion canadien Rénald Quentin et aussi Colin Fraser. Colin Fraser qui l'a mis KO au 5e round le 9 juillet 1970 et peu après cette défaite aux mains de Rénald Quentin. C'était pas Colin Fraser. Hey, te faire péter à gueule par un Rénald Quentin. Rénald Quentin. Bon, après sa défaite aux mains de Rénald Quentin, Gérald Raté s'est fracturé une jambe en ski, puis après ça, il était dans le plâtre pendant 8 mois, puis là, pendant qu'il était dans le plâtre pendant 8 mois, il est sombré dans l'enfer de la drogue et il a commencé à travailler pour le clan Dubois pour pouvoir entretenir son drug habit. Ah, yeah! Quand ça va bien. Avec Gérald Raté, les 3 individus qui sont rentrés dans le bar, le deuxième s'appelait Roger, surnommé Fonfon Fontaine. Roger Fontaine était un syndicaliste qui travaillait pour FTQ Construction puis qui était impliqué dans des raquettes de Charlotte dans le domaine de la construction. Par exemple, en 1974, un article du Devoir mentionne qu'il est impliqué dans du prêt usuraire à travers la Fraternité des électriciens. Fontaine a aussi été nommé pendant la commission Clich, alias la commission d'enquête sur l'exercice de la liberté syndicale dans l'industrie de la construction. Oh boy, OK. En 1974, vous connaissez mon amour des commissions d'enquête, alors permettez-moi une parenthèse. Je vais vous lire l'intro de la conclusion qui m'a fait mourir de rire et après quoi j'étais comme bon, je vais arrêter de lire ça. Ça peut pas être meilleur que ça. Le 3 mai 1974, nous prêtions le serment de remplir fidèlement et avec impartialité la tâche que le gouvernement du Québec nous avait confiée. Nous vous avions promis de faire vite. Nous avons tenu parole. Seulement 364 jours se sont écoulés entre notre assermentation et la remise de ces rapports. Nous n'avons pas perdu de temps. Seulement des illusions. En effet, au départ, nous croyions rencontrer des hommes pleinement humains, beaux dans leur grandeur comme dans leur faiblesse. Nous étions naïfs. Bien sûr que nous avons rencontré beaucoup d'honnêtes citoyens qui besognent durement et espèrent des lendemains qui chantent. Ces hommes étaient, pour nous, à la fois guides et inspiration, mais au menu quotidien de nos audiences, nous avons trop souvent été placés en présence de fraudeurs, d'escrocs et de canailles. Et pourtant, nous n'avons jamais perdu espoir. Nous croyons que les travailleurs de la construction, les chefs d'entreprise et les agents publics intéressés à la construction sont capables de trouver en eux de nouvelles raisons de travailler ensemble dans une paix retrouvée. Il s'agit maintenant pour eux de le vouloir. Fin de la citation.
C'était... J'étais comme, je peux pas lire le reste, c'est voyons donc. intense! C'était intense en tabarnak! My God, il y a quelqu'un qui s'est lâché lousse! Avez-vous demandé à Gaston Miron d'écrire un mode comme ça? C'était magnifique! OK, fait que de retour au Caraquette, on a Gérald le boxeur, Fontaine, le gars de la FTQ Construction, et avec eux, Pierre McSween. Oui. Bon. Ils sont venus pour tuer Réal Lépine, qui est juste en train de regarder la TV dans sa taverne. Fais pas juste prendre une bière, tout le monde ensemble. Puis l'affaire, c'est que Réal Lépine... L'amitié masculine. Un de ses meilleurs chums à Réal Lépine, c'était Jacques McSween. Mais là, ça n'empêche pas que ce soir-là, Réal Lépine se fait tirer. Non! Supposément que Pierre McSween avait un gun. Finalement, à la dernière minute, il a chicken out, il a donné son gun à Gérald Raté. Gérald Raté avait pas de gun, s'est ramassé avec un gun, a tiré Réal Lépine dans la tête. Et n'a pas raté. Ça a jeté le monde interlope, et surtout l'univers des Dubois, dans une spirale de violence. Parce que c'est l'assassinat, le meurtre de Réal Lépine, qui a signalé la polarisation des clans. Là, les McSween disaient que le meurtre de Lépine avait été commandé par Raymond Dubois, et les Dubois, eux autres, disaient plutôt que c'était Jacques McSween qui avait décidé de passer son grand chum pour s'approprier son racket de Charlotte. Fait que ça a plongé le clan des Dubois dans ce qui s'est appelé la guerre de l'Ouest. C'était les hommes qui étaient fidèles aux Dubois contre les hommes qui étaient fidèles aux McSween, qui se sont affrontés jusqu'à ce qu'un des deux soit complètement oblitéré. Je pense que vous pouvez deviner lequel. Oh my God, OK. Le 30 août 1974, Gérald Raté, fait quelques semaines après le meurtre de Lépine, Gérald Raté a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel par sa blonde. Il est mort d'une overdose, et le jour même où l'ex-boxeur décédait, il y avait un mandat d'arrestation qui avait été émis contre lui par le coroner, parce que le ministère public considérait Raté comme un témoin important, ou peut-être même le responsable du meurtre de Réal Lépine. Mais là, il est mort. Puis, une semaine plus tard, le journal incroyable, le Montréal Matin, qui est un méga gros tabloïd sensationnaliste comme le Allopolis, a publié sa lettre de suicide. C'est très, très de bon goût. Alors, wow! Dans sa lettre de suicide, qui est bourrée de fautes, mais qui a été transcrite telle qu'elle dans le journal, Gérald Raté se réclame du meurtre de Réal Lépine, et il dit qu'il a monté ça justement pour s'approprier son racket de Charlotte, et que, c'était les McSween qui lui avaient dit de faire ça. Dans sa lettre de suicide, on ne sait pas trop si c'est les Dubois ou les McSween qui sont blâmés pour avoir commandité le meurtre de Réal Lépine, parce que l'information est caviardée par les journaux. Ce qui est comme weird un peu, parce qu'ils ont publié la lettre avec genre toutes les fautes, mais c'est comme... C'est avec toute ma connaissance que j'écris cette lettre. J'ai tué Réal Lépine sans avoir de raison valable. C'était un coup monté par 3 petits points. Fait que la lettre de suicide ne dit pas c'est qui avait fait ça. Mais c'est bien tweet! Mais de toute façon, la véracité de la lettre de suicide est contestée parce qu'il y a des gens qui ont dit que ça avait pas l'air d'avoir été écrit de la main de Gérald Raté, mais plutôt de la main de un McSween ou un Dubois ou un Ticard, c'est pas. Quelqu'un qui avait quelque chose à gagner. 2 semaines plus tard, il y a eu une tentative d'assassinat contre Roger Fontaine. Roger Fontaine Fonfon Fontaine, dont je vous ai parlé tantôt, il était très proche des Dubois. Alors, 2 semaines après, les Dubois ont retaliate et il y a une fusillade contre les McSween dans un club de nuit. Ensuite, il y a un homme des Dubois, Raymond Gagné, dit Chapeau, qui a été assassiné par les McSween. Je te gage que c'est parce qu'il portait des chapeaux. Chapeau Gagné. Une fois, il a mangé un sandwich, fait qu'à cette heure, on l'appelle sandwich. Mais là, ris pas de lui, il est mort, Chapeau, là. Il vient de se faire assassiner par les... Je ris pas de lui, je ris de son nom! Il vient de se faire assassiner par les ordres des McSween. Bon. OK. On n'a pas besoin de toi. Non. Fait qu'on voit que, là, les deux gangs s'échangent les coups et les meurtres. Et bon. By the way, fun fact. Selon la presse, j'ai lu un article de Michel Auger, qui datait de l'époque. Parce que Michel Auger, il était jeune de la jeune dans ce temps-là, mais là, il est vieux de la vieille. Fait que, selon lui, s'il y avait autant de criminalité dans les rues à Montréal à ce moment-là... C'est à cause des jeux vidéo. Un climat qui contribuait à la guerre de l'Ouest. La musique de rap. Parce qu'il y avait des nouvelles restrictions sur le travail supplémentaire effectué par les détectives de la ville de Montréal.
Par exemple, le 7 octobre 1974, qui est le jour où M. Chapeau a été assassiné, là, la police avait eu vent qu'il y aurait un règlement de compte entre les McSween et les Dubois, encore une fois, tu sais, qui devait avoir lieu à Saint-Henri, puis normalement, cette affaire aurait dû être confiée à des détectives de la section des enquêtes criminelles qui enquêtaient déjà sur 3 autres meurtres qui semblaient liés à ça. Toutefois, ces spécialistes avaient terminé leur chiffre de 8 heures, alors ils ont été remplacés par des policiers qui, eux, étaient en uniforme dans une autopatrouille régulière du service. Par des juniors. Par des juniors. Donc, le meurtre de Raymond Gagné du Chapeau aurait peut-être pu être prévenu s'il n'y avait pas eu des nouvelles réglementations pour dire qu'après 8 heures, t'as fini ton chef de détective puis la criminalité va être sur pause jusqu'à temps que tu recommences demain matin. OK, tout le monde, retournez chez vous. La game est finie. OK. Après la mort de Chapeau, les Dubois n'entendaient plus à rire. Ils entendaient déjà pas à rire. Je sais pas si vous avez compris qu'il y avait une réputation de Ils riaient pas fort, ces gars-là. Là. Non, ils riaient vraiment pas fort. Et, ils ont décidé de passer un des frères McQueen. Ils ont tué Jacques McSween. J'ai dit McQueen, là, c'est pas dans leur nom. Alexander McQueen. Non, ils ont tué Jacques McSween. Et c'est son grand chum, Roger Letourneau, qui a pris les rênes du clan McSween. Et ça nous mène à ce qui a été surnommé le massacre de la Saint-Valentin. Oh! Le 13 février 1975, Roger Letourneau, le nouveau boss du clan McSween, l'ami de Jacques, Gilles Roy et Paul-Émile Lapointe, qui sont 2 de ses lieutenants, sont en train de prendre un verre à l'hôtel Lapinière à Brossard. C'était le lieu de rencontre du clan McSween. Des hommes de Dubois se sont pointés, y compris Fonfon Fontaine et un certain Claude Dubois, dont le nom ressemble beaucoup trop à Claude Dubois. Ouais, Ça me semble louche. Je pense que c'est Claude Dubois avec des petites lunettes avec un petit nez puis une moustache. Alors, Fonfon et Dubois, en déguisement, se sont pointés et ont ouvert le feu sur les gens qui étaient présents. Letourneau a été tué. Roger Letourneau, le nouveau boss des McSween, a été tué. Roy et Lapointe, ses 2 lieutenants, ont été blessés, mais il y a eu d'autres morts. Il y a eu un portier puis un pauvre garçon de table qui ont été aussi tués, ainsi qu'une autre personne. La fusillade, au final, a fait 4 morts et 5 blessés. Ça a été surnommé le massacre de la Saint-Valentin. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est le jour de la Saint-Valentin. Oui, mais c'est pas juste à cause de ça. Parce qu'il y avait déjà eu un autre massacre de la Saint-Valentin. Là, en fait, moi, j'en connaissais un et j'ai appris l'existence de 2 autres que je connaissais pas. Fait qu'apparemment, il y a eu plusieurs massacres de la Saint-Valentin. Ça lève les passions, ça soulève les passions, la Saint-Valentin. Le massacre de la Saint-Valentin, qui a donné le nom à cet événement-ci de la guerre de l'Ouest, c'était le massacre causé par Al Capone. Oh! Fait qu'en 1929, Al Capone était dans une guerre contre Bugs Moran et il a organisé un coup monté pour massacrer des membres de ce qui s'appelait le North Side, qui était la gang de Bugs Moran. Al Capone, il était dans le South Side. Bon. Fait que c'était le South Side à prédominance italienne contre le North Side à prédominance irlandaise. Puis ce qui est arrivé dans l'histoire de Al Capone, c'est que ces hommes ont attiré un gang rival dans un garage sous prétexte de faire du bootlegging puis de leur passer des affaires. Puis il y avait des hommes de Al Capone qui étaient habillés en policiers, qui ont fait semblant de les arrêter pour les désarmer, puis ensuite ont sorti des Tommy Guns puis ont tué tout le monde. Il y a eu 7 victimes. Oh my god! C'est une affaire très marquante de l'histoire de la criminalité puis du gangstérisme aux États-Unis, puis c'est ça qui a donné le nom à ce massacre-ci. Mais il y a déjà eu 2 autres massacres de la Saint-Valentin. Apparemment, en 1349... C'est une date populaire. En 1349, il y a eu un pogrom qui était outrement plus terrible que ça, durant lequel 2000 Juifs ont été brûlés vifs, parce qu'il y a antisémitisme. Ouais. Et en 1952, les forces de l'ordre ont tiré sur une foule dans la municipalité de Le Moule. La Moule? Je pense que c'est Le Moule, en Guadeloupe. Je connais pas. Désolé. Il y a eu 4 morts et 14 blessés. Fait qu'apparemment, ça, c'était le 4e massacre de la Saint-Valentin. Choisissez une autre date, gang. Calmez-vous, là. Donnez-vous des petits nounours pis des petits cœurs qui goûtent la craie, là. Oui. Fait que le massacre de la Saint-Valentin, ça a été le point culminant de la guerre de l'Ouest. Par la suite, ça s'est atténué et décidément, c'est le clan Dubois qui avait gagné. Gilles Roy, un des 2 lieutenants qui avait été blessé pendant le massacre de Saint-Valentin, il a été tué 6 mois plus tard. Il y a aussi eu un attentat contre Pierre McSween, qui n'a pas fonctionné, mais qui a fait une victime collatérale qui était juste un pauvre chauffeur de camion. Oh. Et après ça, il n'y a plus d'autres violences liées à ça, et c'est les Dubois qui ont vraiment, vraiment remporté le dessus. Alors, les Dubois
avait décidément montré que, dans le monde de la criminalité, ils n'entendaient pas à rire pantoute et qu'ils étaient capables d'avoir le dessus sur ben du monde. Et qu'il n'y avait pas de compétition. Et là, Pierre McSween, qui avait été victime d'un attentat, qui a fait une victime collatérale, là, comme je viens de vous dire, lui, par contre, il n'avait pas dit son dernier mot. Parce que, en 1975, il va virer délateur et parler du clan Dubois pendant la commission d'enquête sur le crime organisé. Qui va être le sujet de mon prochain épisode! Ah! C'est fini! Bye! Ah ben, Je m'en retourne chez nous! bye bye! Bye! Bye bye! Bruit de porte qui ferme. Clic-clac! Voilà, c'est la fin de Les Dubois contre les McSween. Oh! Est-ce que tu me pardonnes que ça n'avait pas rapport aux Irlandais pantoute? Bah non, ouais, j'étais pendu à tes lèvres. Je me demandais si t'avais trouvé ça drôle que finalement ça n'avait pas rapport pantoute, puis j'étais en train de t'expliquer les choses dont on se calissait. Bah, moi, je suis juste comme, c'est tellement intéressant. N'est-ce pas? Parce qu'il y avait pas beaucoup de stock à dire sur la guerre de l'Ouest. J'étais comme, je vais garder toute ma première partie sur les Irlandais, parce que sinon ça sera pas assez long et intéressant. C'est toujours intéressant. Voilà! Fais-toi confiance. Merci beaucoup! Mais non, moi, je te dirais que Luc Diane, il a pris des notes tout le long. Ben oui. Je suis sûre que oui. Non, pour vrai, c'est super intéressant, puis je trouve ça bien quand même parce que faire des recherches sur le clan Dubois, c'est un peu du n'importe quoi. Puis quand je vais être arrivée à ma conclusion dans comme 95 épisodes, là, je vais pouvoir plus vous préciser pourquoi, mais je veux dire, les gens du clan Dubois étaient... C'est très paradoxal. Ils étaient super violents, puis ils étaient connus pour péter les jambes à tout le monde, mais ils étaient vraiment bons en marketing. Puis comme en damage control, puis ils étaient très, très low profile. Au point où est-ce que, si ça avait pas été de Pierre McSween, là, c'est probablement qu'il aurait pu durer encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps, parce que la police avait des doutes sur eux, mais que leur mode de fonctionnement était tellement bon et sophistiqué que il y avait comme pas vraiment de raison de les arrêter. Ils étaient pas capables. Il y avait comme pas de preuves, genre. Non! Il y avait comme pas de preuves. Puis ils savaient, les Dubois, que si tu voulais justement travailler longtemps dans un milieu comme le préusuraire puis le trafic de drogue puis tout, faut pas que tu fasses parler de toi. Fait qu'ils réussissaient très bien à ne pas faire parler d'eux jusqu'à la commission d'enquête du crime organisé. Oups! Ouais, ça a été comme le son de cloche des Dubois. Fait que ça, je vais vous conter ça la prochaine fois. C'est super intéressant. Puis aussi, j'ai plein de détails qui vont vous lever le cœur. C'est vraiment le fun. Les gens sont comme « Woody out! » Ils font la vague. Alors, ben, merci Catherine pour tes recherches et ton deep dive dans la criminalité irlandaise. Ça m'a fait super plaisir. Les McSween, c'était pas des Irlandais, je m'excuse. Ah, c'est correct. Je m'excuse aux McSween. J'ai juste assumé. Les descendants des McSween. Peut-être que Pierre McSween est encore en vie, je sais pas. Peut-être que Pierre-Yves, mais il s'appelle maintenant Pierre-Yves et il fait des chroniques. Il a changé son nom, c'est ça. Oh, oui. Ben, il fait des chroniques. Ouais. Sur l'argent. En as-tu vraiment besoin? En as-tu vraiment besoin? On en avait vraiment besoin de cet épisode. Oui, vous en aviez vraiment besoin de toutes ces informations sur la mafia irlandaise. Vous aviez besoin de nous écouter. Vous aviez besoin de crimes dans votre café. Alors, si vous avez aimé et que vous aimeriez avoir plus de nouvelles de nous, on vous invite à vous abonner à nos réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook @unpeudcrime, nous sommes sur Instagram @unpeudcrime dans ton café. Si vous aimeriez nous soutenir financièrement, on vous en remercie. C'est possible de le faire via Patreon, qui est une plateforme où est-ce que vous pouvez supporter des créateurs de contenu. Soutenir des créateurs de contenu, pardon, c'était un anglicisme. Vous pouvez supporter leurs genoux pendant qu'ils lèvent quelque chose. Vous pouvez m'aider à faire des lifts incroyables. Des deadlifts. Oui, exactement. Voilà. Alors, c'est le bruit du deadlift. Sur Patreon, vous pouvez vous abonner à différents tiers qui vous donnent accès à différents avantages, dont des rabais sur la marchandise, des épisodes bonus et l'accès à notre Discord, qui est une des communautés les plus bienveillantes d'Internet. Et bien entendu, vous avez aussi droit à un shout-out. Et on a juste un petit shout-out à faire, alors ce sera pas très long. C'est pour Marisol! Merci beaucoup de t'être abonné. On espère que tu aimes tous tes nouveaux avantages. Oui! Par exemple, avoir les cheveux doux, la peau toute claire et un beau sourire étincelant, et tu te réveilles jamais avec une mauvaise haleine le matin. Ben là, jamais dans 100 ans. On dirait que tu viens de te brosser les dents 2 secondes avant de te réveiller. Je te dis, c'est de la magie. Alors, c'est des avantages comme ça que vous avez dans la vie quand vous devenez un Patreon d'un peu de crime dans ton café.
Alors, on vous remercie d'avoir été des nôtres pour écouter cette histoire de criminalité irlandaise. Et soyez des nôtres dans 2 semaines pour une autre histoire de crème et de café. Et pour les gens qui se disent « Ah, c'était bien assez pour moi » et qui s'en vont, on vous dit « À dans 2 semaines ». Et pour les gens qui aimeraient écouter autre chose, qui aimeraient décanter un petit peu, restez avec nous parce qu'on va vous parler de... Stat! On s'était full consulté avant. On s'était full consulté avant. C'est ça que j'essayais d'ouvrir sur mon ordinateur. Ah, parfait. Fait que là... Oui, Docteur Catherine. Je vais te parler d'une affaire vraiment épouvantable. Ok, je suis en train de remplir ma clean canteen. T'as 1 heure. Ça durera pas tout ce temps-là. Ok, few. Je voulais te parler du bum au grand cœur. Oh, Le pauvre... Comment il s'appelait? Olivier? Non. je m'en rappelle plus. Mais pas mon grand cœur, ça me va. Le bum au grand cœur. Le bum au grand cœur, on avait déjà été introduit à ce personnage en bon français parce qu'il était en amour avec Mélodie, la fille qui avait le cancer du cerveau. C'était très triste. Et Oui. le bum au grand cœur était revenu dans notre histoire, on s'en rappelle, parce que maintenant, il sort avec la fille de Madame O'Neill, la voyante. Oui. Puis là, Madame O'Neill, la voyante, a dit à sa fille, « Tu devrais pas sortir avec lui, il va mourir bientôt. » Puis sa fille a dit, « Maman, laisse-moi vivre, essaie de pas gâcher mon bonheur en prédisant que mon chum va mourir. » Maman, ceci n'est pas un roman de Nicolas Sparks. Non! Calme-toi. Et là, ceci devient un roman de Nicolas Sparks. Non! D'une manière super stressante, parce que, un jour, Patrick Labbé, le sympathique psychiatre qui était encore vivant dans ce temps-là, je Ouais. l'ai compté dans un autre Rip épisode qui était Patrick mort. Labbé. RIP. Fait que Patrick Labbé, il était encore vivant et il traitait un milliardaire excentrique Oui, qui était joué par David Lahaye, puis il avait refusé de lui prescrire plein de drogues et d'amphétamines et de speed et de plein de padantagos. Et là, il le menaçait aussi, parce qu'il avait un enregistrement qu'il avait fait pendant que David Lahaye était sous hypnose, de peut-être aller à la police pour dire que David Lahaye avait ordonné l'assassinat de son premier psychiatre. Et là, à cause de ça, la famille de David Lahaye était vraiment très, très fâchée. Puis là, il a envoyé quelqu'un dans un espèce de gros, je sais pas quoi, Ok, suburban, j'arrête. là. Je vais arrêter de faire des sons. C'est correct, je continue à raconter pareil. Il y a une mouette ici avec moi. Ouais. Excusez, on est dans un chantier de construction avec des mouettes qui ont sniffé de la coke. Oh non! Fait que, donc, la famille de David Lahaye a décidé d'envoyer quelqu'un dans un très, très sombre... pas de Jeep Suburban, whatever, un gros char de personnes riches. Ya, là, ya. tu sais, un gros SUV. Puis là, il arrive, là, Patrick Labbé, il sort de l'hôpital, puis il est en train de marcher sur le bord de l'hôpital. Puis là, en arrière de lui, il y a maintenant le jeune, on va l'appeler Olivier, le gars au grand cœur. Je me rappelle pas c'est quoi son nom, il m'a l'air retrouvé. Le Attends, petit là. bum au grand cœur. Le petit bum au grand cœur, là, attends, je vais retrouver ça, là, je suis sûre que je suis capable, là. Félix! Ah, C'est Félix. pas Olivier, pas en tout son nom. On était loin. Il y avait Félix, le bum au grand cœur, qui s'est trouvé une job comme gars de la maintenance à l'hôpital, qui est en arrière en train de changer un light bulb sur le côté de l'hôpital, là. Puis là, Patrick Labbé passe devant, puis là, le gros char, il arrive, puis là, la fenêtre abaisse, puis là, il y a un petit bout de gun qui sort, puis là, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Puis là, c'était la fin d'une saison. Non, c'était pas la fin d'une saison, c'était Non, peut-être ça. d'une mi-saison, quelque chose de même, mais c'était un gros suspense. Oh mon Dieu, Patrick Labbé, il est-tu mort? Oh mon Dieu, Félix, il est-tu mort? Qu'on Qui pensait est qu'il s'appelait mort? Olivier il y a 2 secondes. Puis là, finalement, vous le savez déjà, Patrick Labbé, il est pas mort, il va se faire tuer par Marc Arcand dans plusieurs épisodes. Mais, Félix, lui, Ouais. il est-tu mort? Il est correct? Non, il est pas mort, il est correct. Oh, phew. Puis là, tout le monde était comme, ha! La maudite voyante, elle s'est trompée. Ah, elle est pas mal Ça conne. marche pas, ton don, Madame O'Neill, ok? T'es pas mal T'as-tu conne. encore le cancer du 3e œil, Madame O'Neill? Puis là, Félix, il se réveille, il était dans un coma, tu sais, un coma induit, là, je sais pas comment Il on a dit ça, attrapé là. le coma Il avait attrapé le coma le temps que son corps se remette, là. Puis là, il réveille. de ses émotions. Puis là, une fois que son corps s'est remis de ses émotions puis qu'il s'est réveillé, il regarde les gens puis il est comme... Mais comme... Comment ça que vous me voyez? Puis là, les médecins sont comme... Hein? Puis Félix, il dit... Vous devriez pas être en train de me voir parce que je suis mort. J'ai ma cape d'invisibilité. Non, c'est parce qu'il pensait qu'il était mort. Ah, Et là, ils vont voir Patrick Labbé puis ils disent « Ah, il y a quelque chose qui marche pas avec Félix. » Et Félix parle avec Patrick Labbé pendant très longtemps et il lui dit « Je suis mort. Vous ne devriez pas être capable de me voir. » je suis aussi un chat avec un sac rempli de bagosses. Hein? Ah, c'est un vieux cartoon que j'aimais beaucoup quand j'étais petite, Félix le chat.
Félix le chat! Ah, ok. Je l'avais pas compris pantoute, ce que tu t'en allais. Mais donc, Richard. il n'est pas mort pour vrai, mais il a été victime de... Non, pour vrai, il y a comme un syndrome dont j'ai complètement oublié le nom, où est-ce que t'es convaincu que t'es mort. Ah, oups. 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 Fait que finalement, Madame O'Neill avait plus le cancer du troisième œil, puis elle avait raison. Puis là, je pense que Marie-André Labbé a juste comme complètement oublié que ce plotline-là existait, parce que les dernières nouvelles qu'on a eues, c'est qu'ils l'ont transféré dans un hôpital psychiatrique, puis c'est tout. Ah, Fait que, ben, est-ce qu'il est revenu maudit. de son syndrome ou est-ce qu'il pensait qu'il était mort? Peut-être. Mais dans tous les cas, la morale de l'histoire, c'est quand votre mère c'est une voyante pis elle dit ton chum va mourir, des fois c'est pas mourir au sens littéral. des fois c'est mourir de rire. Pis des fois c'est mourir au sens t'es convaincu que t'es mort. Ah ben, c'est drôle la vie. Non mais attends, je vais googler ça, c'est quoi, comment ça s'appelle? Le syndrome... Yous, tu penses que t'es mort? Youss. J'ai tapé Yous dans Google. Ah, pardon, le syndrome de Cotard, c'est comme ça que ça s'appelle. Ah, C'est une vraie affaire. Ça s'appelle c'est aussi appelé le syndrome des morts vivants. C'est un trouble délirant où la personne est convaincue qu'elle est morte ou qu'elle n'existe plus. ouais, y a pas un tueur en série qui était atteint de ça, qui Ça était se comme peut. vraiment une personne très intense qui a fait des meurtres très dégueulasses aux États-Unis. Et il y avait aussi... Oui, Richard Chase! Oui. Oui. Et aussi le premier chanteur de Mayhem, groupe de black metal norvégien, avait ce syndrome. Il était persuadé qu'il était mort. Ce sont les deux cas qui sont listés dans la page Wikipédia. J'ai lu parce que je suis Calvaire. une voyante de Google. Ben, on dirait, il s'appelait Père Yngve Olin. Oui, mais son surnom de black metaller, c'était Dead. Dead. Mon Dieu, t'es donc ben bonne! Je te Donc, dis, oui, je c'est clenche ça. tout le monde dans les Félix soirées avait quiz. le syndrome de Cotard. Puis là, il est envoyé en hôpital psychiatrique. Puis là, après ça, on sait pas s'il en est revenu de son syndrome de Cotard. Mais ça, je suis comme, voyons, ça s'attrape pas, me semble. C'est comme quelque chose que les gens ont, un peu comme un syndrome. Non, regarde, ça dit, selon Wikipédia, on peut citer Ah, on Wikipédia peut se lire. textuellement. Oui, oui, oui. Selon les spécialistes, ce trouble mental peut apparaître de façon soudaine chez un patient. Ah, d'accord. Voilà. Qui étais-je pour ostiner Marie-André Labbé? Qui es-tu pour obstiner Wikipédia? Hey, je vais faire ma gueule. Voilà. À côté, il y a un petit gif d'un cerveau qui tourne. Fait que c'est sûr, C'est que sûr vrai. que c'est vrai. C'est certain. Voilà. Bon, ben. Fait que c'était ça qui se passait. Ah ben, Docteur Catherine, ma clinicating est pleine. Ah ben c'est bon ça. Parfait. On va commencer à faire du vélo spationnaire. Ah, super. Spationnaire. C'est passionnant. Il est spacieux, Je le m'en vais vélo dans spationnaire. l'espace. Bon. Bon ben, Stat. stat.